Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission qui monte dans les tours avec Cédric Simonin. Bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Et on va rester calme aujourd'hui. Ouais, on va monter dans la tour construite par un architecte de génie. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, a priori, on n'invite pas n'importe qui dans cette émission. Non. Baptiste Evelin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes architecte donc, et vous venez de créer un cabinet qui s'appelle Balou. Eh ben c'est ça. Bah oui, bah alors c'est quoi ce Balou? Et pourquoi? Bah oui, pourquoi? Eh ben Balou, pour moi, c'est quelque chose ou quelqu'un qui inspire plutôt du positif, plutôt de la bonhomie, voire même un peu de sagesse, et qui a, je pense, appris à vivre dans sa nature, dans son environnement. Ouais, c'est bien vu. Et puis Et ça- avec son temps. Et avec temps. son temps. Et puis ça me permet de me rappeler que il en faut peu pour être Heureux. Heureux. Voilà, vous pouvez oui. nous chanter la chanson? Oui, tout à l'heure. À la fin de En guise l'émission, de conclusion. on aura peut-être droit à ça. Vous êtes où d'ailleurs? À Schiltigheim. À Schiltigheim, et vous n'êtes pas tout seul. C'est le début, donc C'est le début. on est peu nombreux. Ok, d'accord. Est-ce que vous, comme les autres architectes, vous faites votre révolution? C'est la question qu'on va vous poser parce que c'est le thème d'Igloo aujourd'hui, Cédric Simonin. Les architectes font leur révolution. C'est le thème de la journée de cette émission, effectivement. On avait déjà fait une émission sur le métier d'architecte avec Damien Cordier. C'était l'émission numéro 39. Vous étiez jeune et beau et j'avais des cheveux. Donc c'était au tout début de Igloo qui avait expliqué le métier de l'archi. Là, je souhaitais, avec Baptiste, qu'on creuse plus la question et de savoir comment l'architecte gère les contraintes normatives qui ont énormément évolué ces dernières années. Et puis, qu'est-ce que cela implique pour les donneurs d'ordre? Parce qu'il travaille avec, entre guillemets, ce qu'on appelle des donneurs d'ordre. Première question, le métier de l'architecte fait sa mue, poussé par l'accélération, je l'ai dit, de l'évolution des normes. Qu'est-ce qui a réellement changé ces dernières années pour votre métier? Alors, c'est vrai que ça ne vous aura pas échappé. On habite dans un pays où il se passe beaucoup de choses au niveau normatif. On s'ennuie pas. Et ça, c'est tant mieux. Et si je remonte un petit peu en arrière, début des années 2010, on a eu par exemple une grosse réforme sur la norme des personnes à mobilité réduite, ce qu'on appelle PMR. Donc là, clairement, la manière de dessiner les plans, de dessiner des logements a grandement évolué pour nous. Je prends l'exemple classique. On nous fait souvent la remarque quand on voit un plan de logement collectif, mais pourquoi tu fais un WC de 2 mètres carrés ou 2 mètres 50? Tout ça, c'est des normes. Voilà, il faut qu'il y ait une place à côté de ce WC pour mettre un fauteuil handicapé, par exemple, mais ça se traduit un petit peu partout dans les pièces, dans les éléments des bâtiments. Il n'y a pas que ces normes-là. On a des normes sur la sécurité, bien sûr, sécurité incendie, sécurité, au niveau des stationnements, dimensionnement. Et puis, au-delà de cette sécurité, on a toute la thermie, la partie réglementation thermique qu'on entend souvent par RT 2005, RT 2012, maintenant RE 2020. Donc ça, ce sont des éléments qui changent, qui évoluent avec le temps, qui nous font concevoir de manière différente, appréhender les choses de manière différente. Et puis, dernier petit élément qui a quand même pas mal changé pour nous, c'est aussi la manière de dessiner. Parce que j'ai commencé à l'école, on dessinait à la main avec des feutres, des stylos Rotring. On a commencé à travailler en agence, c'était sur on va dire des logiciels de dessin au trait par trait. Donc on dessinait 2 traits pour faire un mur. Et maintenant, on conçoit, on va dire, les bâtiments en 3D, sous forme de maquette 3D. C'est un peu comme si on préconstruisait le bâtiment. C'est-à-dire qu'on met des éléments. C'est-à-dire que quand je dessine un mur, c'est un ensemble avec la partie béton, la partie isolation, la partie plâtre, peinture, etc. Donc ça, c'est quand même pas une révolution, mais c'est il y a un gros indicateur qui a changé dans la manière de dessiner et d'appréhender le métier d'architecte. Est-ce Oui, que tout ça, pardon, Cédric, ça réduit votre créativité ou pas? Ça pourrait, ça peut, parfois, effectivement, puisqu'il faut qu'on apprenne à appréhender ces logiciels. Donc c'est vrai qu'il y a une partie programmatique qui est un peu plus poussée qu'à une époque, sur la partie détail, sur la partie matériaux. À nous de passer au-delà de ça et pas de se laisser enfermer dans ces nouveaux modèles de conception. Oui, on peut imaginer que les normes très froides empêchent toute créativité. J'ai tendance à dire au contraire. Les normes imposent souvent l'innovation et la créativité. Et des gens comme Baptiste sont des gens qui sont plutôt très créatifs et qui savent jouer avec ces normes. Jouer pas dans le sens les contourner, mais jouer avec, c'est-à-dire s'en servir pour magnifier un bâtiment ou
ou un volume. Alors, je vais essayer de résumer votre métier en 3 grandes familles. C'est simplifié, mais pour que les auditeurs comprennent, il y a la conception, la prescription des matériaux et puis la gestion des travaux. Je souhaiterais qu'on laisse aujourd'hui de côté la gestion des travaux. C'est pas le point le plus intéressant qui m'intéresse aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on s'attarde sur les 2 premiers points. Commençons par la conception. Lorsqu'on a tellement de normes à gérer, on vient de le dire, est-ce que le bon sens a toujours sa place? Si oui, et j'espère, on verra votre réponse tout de suite après. Comment ça se décline pour l'architecte, cette notion de bon sens? Et j'aimerais, si vous voulez bien, appuyer peut-être sur l'implantation d'un bâtiment, qu'on parle de son orientation, et puis après de la gestion des bruits, des polluants, etc., etc. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, la réponse est oui. Heureusement, le bon sens a toute sa place et il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est un petit peu le risque, effectivement, quand on essaie de répondre à beaucoup de normes, on peut des fois se perdre un petit peu dans la réponse de ces normes et oublier finalement le fondamental. Et le fondamental, c'est voilà, quand on commence à réfléchir à un programme sur un terrain, avant même de réfléchir au programme et à ses règles techniques, on va déjà regarder ce qui se passe autour du terrain. Donc, quel est l'environnement? Faire ce qu'on appelle l'analyse du site, du lieu. Qu'est-ce qu'il en ressort? Cédric parlait d'orientation. Effectivement, on a toujours envie d'ouvrir les fenêtres côté sud, d'avoir de la lumière. On en manque toujours un petit peu, en tout cas en Alsace, c'est l'impression que ça donne. Mais si ça se trouve, côté sud, vous avez 30 000 véhicules jour qui passent. Comment vous faites? On parlait des nuisances acoustiques, mais oui, voilà, il y a des voitures qui passent, on peut avoir des lignes, des voies ferrées, et ainsi de suite, on peut avoir des pollutions, on peut plutôt avoir tendance à se tourner le dos de ces différents systèmes-là. Donc oui, le bon sens a encore toute sa place, et c'est lui qui nous pousse finalement à mieux qualifier les logements, à mieux qualifier notre intervention. Donc on a plein d'exemples, on peut parler par exemple de logements traversants, on en a parlé, on en reparlera, ça nous permet de ventiler naturellement des espaces la nuit par exemple et de se limiter les climatisations ou les rafraîchissements. On essaye de se protéger naturellement de la surchauffe en été. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de protéger le bâtiment ou les façades du soleil direct. Donc on voit souvent des bâtiments avec des casquettes ou des balcons filants. Ça a plusieurs utilités. Ça permet d'avoir un espace extérieur, mais ça permet aussi de protéger les baies vitrées, de protéger les façades du soleil quand il fait 35 degrés, 40 degrés l'été. Entre une façade qui a pris le soleil toute la journée et une qui a été abritée par son balcon, c'est clairement le jour et la nuit. On a des systèmes qu'on voit arriver, qu'on essaie de pousser un peu même de rideaux d'extérieur. On peut mettre des rideaux sur la partie extérieure. Enfin, tout ça, c'est des exemples, mais c'est ce qui permet, c'est ce qui est du bon sens, avant même de parler vraiment de technique pure ou de réglementation pure. Oui, il y a un lien. Je vais continuer sur la partie très pragmatique qui a déjà été évoquée par Baptiste. Quand on parle de confort d'été, puisque je prends le dernier exemple, hein, on a souvent des gens qui disent « moi, je veux un appartement plein sud ». Alors, ça reste un peu de manière empirique. C'est vrai qu'à l'époque, les bâtiments n'étaient pas aussi bien isolés qu'aujourd'hui. Il fallait chercher la lumière et la chaleur naturelle. Donc, on allait plutôt s'orienter vers là où la course du soleil est la plus intéressante. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de normes et de révolution, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la RE, la réglementation environnementale 2020, qui impose un niveau d'isolation thermique qui est donné. Dans la tête des gens, ils s'imaginent toujours que le logement sud est mieux isolé qu'un logement nord. En fait, les deux consomment, la moyenne française, 50 kWh de mètre carré par an, que vous soyez en plein nord et que vous soyez plein sud. Je reconstruis, moi, personnellement. J'ai orienté ma maison, donc si déjà je donne des conseils, je les applique pour moi, nord, nord-est. Parce que, quand vous réfléchissez bien, et en Alsace, il fait une chaleur à mourir. Je rappelle, on avait reçu Carlos Moreno qui nous avait dit qu'on va avoir des pointes à 52 degrés en Alsace dans une dizaine d'années. Ça va être la région la plus chaude. Quand vous avez une façade plein sud, on se dit c'est bien pour la lumière. Mais l'été, vous ne mangez pas sur la terrasse à midi. Le soir, c'est limite, surtout si vous êtes sud-ouest. Limite pas du tout d'ailleurs. Et puis vous vivez avec les volets fermés façade sud. Donc expliquez-moi comme c'est agréable de vivre dans un logement totalement noir parce qu'il fait trop chaud. Donc il y a des réflexes, des vieux réflexes de la plein sud, etc. C'est pas toujours, à mon avis. Vous savez que je prends souvent des paris dans l'igloo. On se revoit dans 10 ans. C'est les logements nord-est qui vaudront plus que des logements sud-ouest. Je prends les paris, j'assume. Donc, ces normes-là qui ont évolué, il y a des changements de mentalité ou de réflexes qu'il faut aussi faire évoluer. Donc, les doubles orientations, les logements traversants, comme vient de le dire Baptiste, tout le rôle de l'architecte, c'est de jouer avec ces normes et de faire évoluer ces logements pour qu'ils soient toujours confortables. Vous auriez dû faire architecte, en fait. J'ai l'impression. Alors moi, j'ai aucun talent d'architecture.
Voilà, mais je travaille tellement avec eux et ils me cassent tellement les pieds qu'à force, j'arrive à avoir. Ça partait bien, ça partait bien. Non, je Merci plaisante. Baptiste, à bientôt. On adore les architectes, mais c'est quand on n'est pas d'accord que souvent les grandes idées émergent. Oui. On est d'accord ? On est d'accord. Allez. Alors, on a parlé de l'enveloppe. Une fois que l'enveloppe est définie, il y a lieu de l'habiller, je le mets entre guillemets. Et là, on va parler de prescription des matériaux qui revêt aujourd'hui une importance primordiale. Alors, on a déjà parlé dans cette émission de matériaux recyclables, biosourcés, faiblement carbonés. On va peut-être en parler avec quelques exemples si vous voulez bien. Alors, pour plus de frugalité, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, le circuit court devient de rigueur. Et il y a une volonté des pouvoirs publics de développer la filière de recyclage. C'est un sujet encore complexe à gérer. Vous faites comment lorsque on vous dit, bah voilà, ce serait bien d'utiliser des matériaux recyclés, biosourcés, etc. Quel est votre point de vue par rapport à la question ? Et puis comment vous faites ? Notre travail, au-delà de concevoir, c'est aussi de s'informer et de se renseigner, donc d'être en contact direct avec les fournisseurs ou les industriels, de voir ce qui se passe, ce qui a été créé, ce qui a été mis au point, quelles sont les évolutions de ces matériaux, de quelle manière on va pouvoir les prescrire ou les mettre dans nos projets. Donc il y a un travail de renseignement. Je rajoute un petit point, on est une profession réglementée, les architectes, on a aussi une obligation de formation. Donc chaque année, on doit justifier d'heures de formation. Et c'est un petit peu, ça regroupe ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit se tenir au courant de l'actualité, elle évolue sans cesse, et au courant des performances de ces matériaux. Donc on parle de recyclage, on sait que c'est pas si facile que ça, on le voit bien, on voit les limites de l'exercice. En tout cas, on se rend compte que nos partenaires industriels font de gros efforts, que ça va dans le bon sens. On n'arrivera peut-être pas forcément aux 65% de recyclés d'ici 2025 comme c'est souhaité, mais il y a un gros travail qui est fait dessus. Mais je prends l'exemple de cette table. On va se dire, c'est super, il y a du bois, on va pouvoir le réemployer. Oui, le bois, il n'y a pas de souci. Peut-être que la colle qu'il y a dessous va poser problème. Et c'est dans ces sortes de petits ajustements-là, justement, où le recyclage n'est pas si évident. Mais notre boulot, nous, c'est de s'intéresser à ce qui se fait, à de voir comment on peut le mettre en œuvre, justement, d'être curieux. Donc, avis à nos décideurs, c'est bien de réfléchir à certaines normes, ça va dans le bon sens. Est-ce que la filière est prête ? Actuellement, non. Et puis après, il y a parfois des choses qu'il faut prendre en considération. Exemple tout bête, je prends toujours l'élément recyclabilité. À Strasbourg, on dit on va utiliser des fenêtres qui seront recyclées. Il y a un industriel qui fait ça à Lille. Donc je peux commander chez lui les fenêtres recyclées. Mais il faut que je les fasse venir de Lille. Donc par camion, etc., avec un impact carbone, alors que peut-être que juste à côté de mon chantier, j'ai quelqu'un industriel qui fait des fenêtres non recyclées. Bon, donc vous voyez l'équilibre qu'il faut avoir, la gestion intellectuelle qu'il faut avoir sur ces différentes normes. C'est vraiment le thème de l'émission, c'est comment avec les normes, il faut savoir être innovant et plutôt agile. Toute la difficulté du métier de l'architecte, c'est ça. On parle un peu des matériaux biosourcés, parce qu'on en parle tout le temps. Tout le monde ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, les matériaux biosourcés. Ils représentent une part déjà grandissante de vos prescriptions. Vous avez des sujets de prédilection par rapport à ces matériaux biosourcés ? Parce que les matériaux biosourcés, ça va du chanvre qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à la paille, etc. Alors c'est quoi déjà matériaux biosourcés ? Pour résumer, c'est tout ce qui est un peu naturel et qui, on va dire, pousse tout seul ou qu'on trouve de manière naturelle dans notre environnement. Donc oui, on entend beaucoup parler notamment au niveau des isolations. Mais ce n'est pas que l'isolation. On a entendu la ouate de cellulose, qui ont du papier recyclé. On entend le chanvre, la paille, la laine de bois, et ainsi de suite. Mais c'est aussi dans la structure des bâtiments. Je pense qu'on l'a aussi tous entendu. On essaie de plus en plus de pousser le curseur du bois dans la partie structurelle des bâtiments, et pas que dans le bardage, pas que dans le parquet, également dans la structure. Donc ça, c'est un petit peu les gros enjeux. On les connaît, on est en train de les appréhender, on est en train de les tester. On se rend compte aussi de leurs limites, parce qu'on peut donner des exemples de bâtiments en bois qu'il a fallu entièrement recouvrir de plâtre à l'intérieur pour des problèmes d'acoustique ou de coupe-feu et ainsi de suite. Donc du coup, l'usage du bois n'est plus forcément si intéressant que ça. Donc il faut qu'on aille au bout de cette démarche-là. Et notre travail à nous, finalement, c'est d'étudier, suivant le projet, suivant le challenge et suivant les possibilités aussi économiques, parce qu'il faut pas l'oublier. Tout ça est lié finalement à une économie de projet. On a tous envie de mettre des très beaux matériaux, le plus naturel possible, de construire sans carbone avec 100% de recyclage, mais à un moment, on construit pour qui ? Et donc c'est aussi un petit peu le challenge, c'est jouer un petit peu au jeu de l'équilibriste, placer les curseurs pour réussir à trouver le bon pourcentage de matériaux. Vous avez évoqué la question du carbone, on peut en parler parce qu'il y a la trajectoire de la France, c'est net zéro en 2050. Donc, ce sont les enjeux qui sont extrêmement ambitieux. Tous les industriels du bâtiment commencent
à travailler sur ce sujet pour avoir le maximum de matériaux à proposer décarbonés. À votre avis, est-ce que les industriels sont prêts déjà pour ces enjeux? Est-ce que vous avez déjà des matériaux, vous pouvez dire tiens, ça je sais que c'est quasiment zéro carbone, faiblement carboné ou pas encore? Alors c'est un grand débat. Déjà, ce qu'on appelle le zéro carbone, c'est presque aussi ce qu'on appelle la neutralité carbone. Mais d'ailleurs, à ce sujet, il y a des grands débats, même sur une montre célèbre qui est sortie récemment, où la marque dit cette montre est neutre en carbone. Et la Commission européenne se penche dessus en disant mais attendez, non, c'est pas neutre en carbone. Il y a véritablement du carbone qui est généré par sa production. Par contre, ensuite, derrière, vous plantez des arbres pour, on va dire, absorber ce carbone-là. On essaie de capter le carbone. Et c'est un petit peu la complexité de tout ce challenge sur le carbone. Alors déjà, la RE 2020 et l'objectif zéro carbone, c'est quoi? C'est déjà de réfléchir de manière plus globale à l'impact de la construction. Jusqu'à présent, on réfléchissait beaucoup à consommation énergétique, c'est-à-dire que le bâtiment est là, il consomme tant pour le chauffer, pour le refroidir. Maintenant, on s'intéresse à savoir ce qu'il a consommé comme carbone depuis finalement l'extraction de la matière première. Vous êtes allé chercher du béton, des ciments, un bout de bois dans la forêt. Vous l'avez amené sur le site, ça a consommé du carbone. Cédric en parlait tout à l'heure, sur les fenêtres. Vous le mettez en œuvre, ça consomme encore du carbone, c'est de l'énergie, un chantier. Et puis au bout d'un moment, votre bâtiment, peut-être au bout de 50 ans, il est plus bon, il faut le démolir, il faut le recycler. Ça consomme encore du carbone. Donc l'exercice qu'on fait actuellement, c'est ça. C'est vraiment de réfléchir de manière globale à ce que génère le bâtiment sous forme de carbone, mais pas que, hein, bien sûr. On ne peut pas le résumer qu'au carbone. Donc les industriels, ils bossent comme nous, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à ce que leur bâtiment de production soit aussi plus performant, en réfléchissant à la sobriété énergétique. Ils réfléchissent aussi à ce que l'énergie qu'ils utilisent pour transformer ces matériaux soit un peu plus durables et plus renouvelables, hein, qui sont aussi les enjeux du moment. Et puis on sait que ça ne suffit pas. Là où je suis en train de parler, il y a du carbone qui sort. On va toujours générer du carbone dès qu'on bouge, dès qu'on fait quelque chose. Donc il faut essayer maintenant de le capter. Donc on parlait des arbres qui ont été plantés. Et puis pour aller plus loin, depuis plusieurs années, il y a des grosses réflexions sur la captation du carbone. Donc là, il y a différentes idées qui sont en train d'être mises en place. Pour les imager, on pourrait par exemple imaginer des gros immeubles qui sont comme des aspirateurs à carbone qui viennent aspirer l'air, la recycler et qui puissent condenser ce carbone et puis éventuellement le réinjecter ou le capter sous la terre. Ou des façades, par exemple, qui absorbent le carbone. Il y a des bâtisseurs qui font ça très bien. Oui, il y a des... Vous en connaissez? Ça, ce sont des gens qui ont un talent, c'est le level, quoi. Ouais, c'est le très haut niveau. Ouais, les façades dépolluantes, c'est le haut niveau. Ouais, en Alsace, ça existe. Oui, je crois vers Saint-Louis. Ouais, ça s'est fait. J'ai entendu parler d'un truc comme ça. Ouais. Bon, cherchez, si vous nous écoutez, ça existe à Saint-Louis. Et il y a des gens dans cette salle qui ne sont pas étrangers à ce projet. Je crois. Vous avez évoqué la question de l'énergie. Alors sur l'énergie, on a vu que tout ce qui est fuel dégagé. Grande discussion sur les chaudières à gaz. Alors là, le gouvernement, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, c'est ça. C'est une manière de danser comme on veut, hein, mais ça donne un style. On n'y comprend plus rien. Aujourd'hui, quand on est architecte, on fait comment? Comment on fait pour dire, voilà, tiens, ce bâtiment-là, quelle énergie je choisis? Pourquoi je la choisis? Quand on fait? C'est vrai que pour revenir sur l'énergie, je prends l'exemple de la RT 2005 et 2012, où l'énergie électrique était plutôt mal vue, voire très mal vue. On n'arrivait pas à concevoir et faire un bâtiment, même s'il consommait quasiment rien, s'il consommait que de l'électrique, c'était impossible d'avoir les certificats pour pouvoir le construire. Et donc, on n'a pas le choix que de s'adapter à la réglementation et à ces logiciels de calcul qui vont nous dire oui, vous y arrivez, vous n'y arrivez pas. Mais on étudie. Heureusement, ça va dans le bon sens, on apprend de nos erreurs. Donc là, on pousse visiblement l'énergie électrique, en tout cas en France. On se rend compte que finalement, on sait peut-être la produire de manière décarbonée. Donc on s'adapte. Donc effectivement, entre un bâtiment collectif d'il y a 10 ans et un bâtiment collectif aujourd'hui, on ne le chauffe plus de la même manière. Donc on a toute une équipe évidemment d'ingénieurs qui travaillent à nos côtés, où on étudie suivant le bâtiment, suivant sa taille, et suivant son emplacement, quel sera peut-être le modèle de gestion de production d'énergie le plus favorable, le plus économiquement intéressant aussi en termes de coût de mise en place et en termes de charge. Donc on se rend compte, mais je pense que vous n'êtes pas étranger à ça, qu'on voit de plus en plus de panneaux photovoltaïques sur nos toitures, puisqu'on doit pousser le curseur des énergies renouvelables. Donc là on parle de l'énergie du soleil, hein. Mais il y a aussi l'énergie dans l'air, on en parlait, donc tout ce qui est effectivement pompe à chaleur, qui devient de plus en plus présent, notamment dans les maisons, mais finalement qu'on adapte aussi aux immeubles. Donc on n'a pas une pompe à chaleur sur chaque balcon des logements, mais on a des pompes à chaleur un petit peu plus générales qu'on appelle collectives. Et des fois on se rend compte que cette pompe à chaleur,
elle va être très économe toute l'année, mais durant 1 ou 2 mois, elle va avoir un petit peu de mal à produire l'énergie suffisante quand il fait -10. Et donc, du coup, on lui ajoute un petit module hybride gaz pour avoir un peu de puissance ponctuellement et pour, on va dire, aider la pompe à chaleur, mais pour que la pompe à chaleur, elle puisse marcher 80% du temps. Donc, finalement, on arrive sur des produits hybrides. C'est hyper intéressant. Ça ne fait que de bouger. Donc, pour nous, architectes, on conçoit différemment. Les locaux sont différents. Les emplacements sont différents. On peut donner l'exemple aussi de Strasbourg. On voit souvent des travaux sur les voiries, sur les routes, où ils placent des gros tuyaux noirs dans le sol. On se dit, mais à quoi ça sert? Mais à Strasbourg, par exemple, on a plusieurs réseaux de chaleur qui essaient d'être unifiés avec des unités de production générales, qui sont des gros bâtiments et qui créent de la chaleur pour tout un quartier ou pour toute une ville. Donc ça aussi, c'est une nouvelle manière d'appréhender le système de chauffage dans nos bâtiments. Et création de chaleur à base de biomasse. Donc on a quelque chose qui est vertueux. En conclusion, on a parlé beaucoup de technique. C'est assez froid, la technique. On a juste oublié qu'on logeait des êtres humains. Et que l'humain est au cœur du dispositif. Les architectes aujourd'hui, ils ont toujours un cœur? Ne regardez pas comme ça, j'ai pas la réponse, mais... Moi j'en connais certains, j'ai déjà la réponse, mais on va lui laisser le discours. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression de se transformer un peu en ingénieur, le logement a tendance, de par toutes ces normes, à se standardiser. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie d'éviter, puisqu'on n'est pas tous les mêmes, nous, les habitants, les occupants du site. Donc c'est vrai qu'on parle souvent du logement comme d'un produit fiscal, un investissement. On le qualifie par combien d'économies je vais réussir à faire en énergie par rapport à ce logement. C'est super, il faut pas le nier. On le qualifie aussi par son label. J'ai acheté un logement RT 2012, RE 2020. J'ai un logement passif, super. Et on oublie un petit peu que le logement, c'est aussi un peu plus que ça. Et heureusement, le logement, c'est un endroit où on fête des anniversaires, on reçoit des amis. On vit, quoi, tout simplement. On vit, on s'amuse, on passe des bons moments. C'est un peu comme une boîte à souvenirs. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le logement doit aussi émaner un petit peu de passion. L'énergie, c'est la raison, c'est clair, il en faut. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Mais il ne faut pas oublier que le logement, c'est de la passion, c'est la ville aussi. La ville doit être belle, la beauté n'est pas, l'esthétique n'est pas un gros mot. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même attiré par des choses qui sont belles, évidentes, sensuelles, et que la ville sensuelle a aussi sa place, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on respecte et c'est parce que c'est quelque chose qui durera, forcément. On devrait appeler Carlos Morano la ville sensuelle. Oui. Après la ville du quart d'heure, la ville sensuelle. Elle va nous refaire un deuxième bouquin. Ou alors vous, la ville sensuelle. Voilà, vous faites ça à deux. Je vais soumettre ça à nos élus. Voilà, avec plaisir. On publiera donc pour une prochaine, ce bouquin bientôt. Merci beaucoup Baptiste Evelin, donc cabinet Balou qui vient de naître. C'est ça. On vous souhaite une belle route. Merci Cédric Simonin. À très bientôt dans Igloo, le mec de l'habitat qu'on retrouve partout sur les plateformes de podcast. Sur Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur topmusic.fr. D'ailleurs, on peut revenir en arrière et regarder des tas d'émissions d'avant. On est à 225 émissions. 225 émissions. Il y a de quoi faire. Ouais, si jamais vous avez 3 mois devant vous, vous pouvez nous regarder. En tout cas, ça s'appelle Igloo et c'est toutes les semaines sur les réseaux sociaux et sur tout le reste. Merci, à bientôt. Merci. Merci.